Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 30 décembre 2024, dernier épisode de l'année. Bonne année à tout le monde. Donc, le troisième partie de la recension, le cerveau du Pentagone, une histoire non censurée de la DARPA, l'agence américaine top secrète de recherche militaire, livre de Annie Jacobson. Retour rapide sur les deux premières parties qui tournaient grosso modo autour de la guerre, le début de la guerre froide avec la course à l'armement, les doctrines nucléaires, ensuite de ça, les boucliers antimissiles. Aujourd'hui, on va voir qui est William H. Goodell, le début du concept de guerre asymétrique ou guérilla ou proxy war ou les deux ou guerre troisième et quatrième génération. L'origine occulte des opérations psychologiques en sol étranger dans le coin de l'Asie du Sud-Est. Ensuite de ça, la transition présidentielle de John F. Kennedy et l'agence ARPA, qui s'appelait pas encore DARPA, ouvre un bureau au Vietnam juste avant le début de la guerre du Vietnam. C'est-tu pas intéressant comme coïncidence? Donc, je vous rappelle, les podcasts sont accessibles au complet si vous vous abonnez à 5$ par mois. Donc, ça va couper à un certain point si vous écoutez ça en rediffusion. Pour aller voir le podcast au complet, très important d'aller sur YouTube dans ma section membres. Et donc, vous vous abonnez. Ensuite de ça, dans la section souscription, vous allez avoir accès à tous les podcasts réservés aux membres. Ensuite de ça, vous pouvez aussi vous abonner sur mon infolettre Substack, yanrochdy.substack.com ou bien via mon site web qui lag, yanrochdy.com. Donc, yanrochdy.com, vous avez accès à tous les podcasts en direct. Donc, j'ai des gens à remercier qui m'ont envoyé des dons dans la nuit. Il y a Maxime Saunier, Divan sur le BS, 5$. Il n'y a pas de petits dons, merci beaucoup. Une bonne année. Martin, 20$, qui m'envoie 20$ deux fois par année à peu près. Grande Force Tranquille, Guillaume Richer Lalonde, 20$ aussi. Donc, ça part bien le bal aujourd'hui. Et on commence. On commence tout de suite. C'est pas pire, ça? Donc, retour. Retour sur les deux épisodes précédents. On a vu au premier chapitre, ça commençait rough avec le test de bombe thermonucléaire Castle Bravo de long et en large avec tous les détails. Chapitre 2, la compétition entre les deux laboratoires de missiles balistiques, Los Alamos et Livermore Laboratories. Ensuite de ça, l'équivalent en sciences sociales qui va déterminer la théorie des jeux, la création de l'ordinateur, les scénarios de missiles balistiques nucléaires. C'est la RAND Corporation, Research and Development Corporation. Donc, on voit qu'il y a en fait deux doctrines nucléaires au début. Il n'y a pas juste la Mutual Assured Destruction, il y a aussi la NUTS, qui signifie qu'on ne veut pas que l'ennemi nous anéantisse en une frappe. Donc, il faut qu'on enterre plus de bunkers, plus de silos à missiles balistiques, et ça nous permet une deuxième frappe, et donc ça dissuade encore plus. Parce que la défense civile était une fraude. Ça n'existe pas en guerre nucléaire. Ensuite de ça, c'est ça, on a vu de fond en comble le gros scam de la défense civile et des bunkers qui sont réservés à l'élite. Ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, on a vu que ça commençait avec le lancement de Sputnik, le premier satellite qui était soviétique en question. On a vu que c'était donc une grande menace selon la RAND Corporation, mais la RAND Corporation n'avait pas accès à certaines informations de la CIA et de son programme
d'avions à haute altitude, les U-2, qui avaient photographié 12 000 photographies de l'Empire soviétique et qui avaient déterminé que c'était de la bullshit leur rapport de la Rand Corporation sur la menace soviétique nucléaire. On a vu que, ensuite de ça, on a fondé la ARPA, officiellement, l'agence de recherche de la défense américaine, pour éviter deux choses. Premièrement, la compétition interagence. Donc, il y avait des chasses gardées. Tu avais la Air Force, la Marine, l'armée de terre et les Marines et les agences de renseignement qui se chamaillent sur leur juridiction et on veut éviter cette compétition-là. Et deuxième chose, éviter le dédoublement de la même recherche. Donc, par exemple, les trois pendants de l'armée américaine du Pentagone font la même recherche sur les missiles balistiques. Donc, évidemment, ils veulent éviter ce genre de truc-là. ARPA est fondée par le président et avec l'accord du Congrès. Eisenhower, à l'époque, le président. On met, pour éviter le chiolage, on met un civil à la tête de l'agence en question, ARPA. Il s'appelle Herb York. Avant de partir, Eisenhower met fin au test nucléaire. C'est son cadeau d'au revoir. Ça s'appelle les conférences de Genève avec l'Empire soviétique. Et pour assurer un traité, on ne peut pas juste signer un traité. On fait ça depuis des décennies avec les Chinois et tous les empires, ça fonctionne comme ça. Donc, tu signes un traité. Si tu veux que ton traité fonctionne, ça prend des mécanismes pour renforcer, advenant que quelqu'un qui contourne, qui brise le pacte, le traité en question. Donc, ça s'appelle le programme VELA. VELA Sierra, VELA Hotel, VELA Uniform. Sierra, c'est dans l'espace. Hôtel, haute altitude. Et uniforme, c'est donc des détecteurs sismiques, sismographiques, pour détecter, en gros, dans l'espace, dans les airs, sur le sol et de manière souterraine des explosions de niveau nucléaire. Et là, on avait vu, il y a un astérix à ça. On est capable de détecter supérieur à 1 kilotonne surface ou dans les airs et supérieur à 5 kilotonnes souterrain. Ça veut dire que si on fait des explosions en dessous de ça, c'est pas détecté par le programme VELA en question. Chapitre 4, on a vu le Emergency Plan Book de 22 pages, le plan d'urgence, qui est l'origine de tous les scénarios de dystopie futuriste depuis les années 50-60. Donc, tous les scénarios, Walking Dead, Fin du monde, celui que je cherchais la semaine passée, c'était Last of Us, avec les zombies champignons, qui a eu une télésérie avec. Donc, tout ça, c'est originel de ça. Donc, le livre de planification d'urgence était la doctrine du gouvernement américain et c'est devenu, dans l'univers culturel, ce qu'on appelle la dystopie. Parce que tous les thèmes qui sont dans les univers dystopiques sont repris dans ce livre de fin du monde nucléaire. On a vu que pour essayer de faire plaisir aux gens, de mettre fin à cette hystérie face à la menace nucléaire, on voudrait créer un bouclier antimissile. On a vu que ça prenait beaucoup d'explosions nucléaires, trop pour que ce soit faisable et pratique, pour faire des EMP nucléaires. On a vu que avec des gaz comme de l'oxyde d'azote, l'oxyde nitrique, qui devient chargé. Par exemple, on l'envoie dans les airs avec une balloune. On pète la balloune, ça fait un nuage. On charge le nuage avec une tour 5G. Et bien, ça peut faire un EMP aussi. On a vu que, donc, pour avoir un bouclier antimissile, c'est important d'avoir une technologie de détection la plus parfaite possible. Et on a vu que les lasers, c'est probablement la dernière chance avec ce qu'on appelle les decoys, les drones, les leurres. Tout ça, ça peut évidemment être utilisé de manière défensive et offensive. Donc, la notion de bouclier antimissile n'est pas
C'est utilisé comme un champ lexical pour bien passer dans les médias et ne pas être agressif. Dans la réalité, un bouclier antimissile, c'est utilisable aussi de manière offensive. C'est juste pour faire beau. C'est juste pour faire beau. Donc, tous ces programmes-là ont été étudiés, développés par Projet 137, une cellule spéciale qui découlait donc de Projet Manhattan et de la ARPA. Projet 137 s'est reformé de manière privée et indépendante. Ça s'appelle les scientifiques de Jason. Et c'est eux qui ont comme propulsé cette recherche-là. Et ça, donc les programmes de MP, de détection de laser et aussi des drones et des leurres, des aides à la pénétration, ça s'appelle, des pen aids, no homo. Donc, en passant, vous pouvez mettre un petit like, aider à partager le Rush 10, propulser le Rush 10 à travers le ciel étoilé des bobos subventionnés. Envoyez des super chats, très important. Pour m'aider à continuer, j'ai le quart, le tiers de payer pour le système de sécurité à ma maman. C'est mon cadeau de Noël pour cette année. Donc, elle va avoir un poste d'opération avec un tableau de surveillance, plusieurs caméras, tout accessible en direct. Elle a des alertes quand il y a des gens qui passent dans les caméras. Donc, elle est bien contente. Et merci à vous de rendre ceci possible. Chapitre 5, pour terminer, la semaine passée, on avait vu que la raison stratégique pourquoi Donald Trump veut acheter le Groenland, et peut-être même l'annexer si le Danemark ne veut pas continuer à développer ce pays-là, c'est parce il y a trois raisons. Donc les ressources minières, les ressources pétrolières, et la situation stratégique au sein de ce qu'on appelle le NORAD. Donc ça, c'est l'alliance nord-américaine. Donc, quand tu tires des missiles par-dessus l'Arctique, si tu es un globiste, tu peux atteindre le ventre mou de l'Amérique à travers le Canada et arriver partout aux États-Unis. Pour éviter ça, il faut que tu détectes les missiles qui passent à travers l'Arctique pour les globistes. Et ça s'appelle J-Site à Tull, au Groenland, à peu près 13 000, donc une vingtaine de kilomètres en dehors de la ville, du village. Là, c'est pas des grosses villes au Groenland. Et c'est une route dangereuse parce que ça descend jusqu'à moins quelque chose comme moins 50 Celsius. Et donc le moteur du bus gèle et tout le monde meurt si donc c'est ça. Et là, on est rendu au chapitre 6, les opérations psychologiques, fin de la première partie du livre. Le grand retour de la sorcellerie comme méthode guerrière. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on découvre que la sorcellerie peut être très utile. Donc, sorcellerie, c'est quoi? Guerre, 3e, 4e, 5e génération. Donc, j'ai déjà fait plusieurs podcasts là-dessus. La guerre première génération, c'est la phalange. La phalange, c'est la guerre d'attrition. On se rentre dedans. Donc, quand il y a une ligne de mêlée, des tranchées en Ukraine, des tunnels dans une guérilla, le tunnel, ça devient la tranchée et ça, c'est une guerre première génération. Donc, évidemment, ceux qui font la guérilla ne vont pas rester dans le tunnel si le tunnel est occupé par l'ennemi. C'est pour ça qu'on appelle ça la guérilla. Petite guerre, c'est des petites guerres. Donc, deuxième génération, c'est l'infanterie mobile. La première infanterie mobile de l'histoire, ce sont les chevaux mongols, par exemple, qui ont dévasté le continent de l'Asie. Donc, même s'ils n'avaient pas d'éperons, de sel et d'étriers, les étriers, c'est les étriers le plus important, même s'il n'y avait pas d'étriers, le fait que c'était des petits poneys. Ils étaient capables de tirer à l'arc
un petit arc court, mais il était plus mobile que de l'infanterie normale. Donc c'était versus de l'infanterie à pied. C'était supérieur, même si c'était ridicule pour les chevaliers moyenâgeux regarder une horde de Mongols avec des petits poneys. La vraie raison, c'est parce qu'on n'avait pas d'étriers. Quand les étriers sont inventés, c'est terminé. Les hordes de Mongols. Donc, troisième génération. La guerre par proxy. C'est là qu'on rentre dans la sorcellerie. Le proxy, c'est quelqu'un qui agit au nom de quelqu'un d'autre. Donc, des mercenaires, des flibustiers, des corsaires avec des lettres de marque travaillant pour le roi, des milices narcotrafiquants, des milices communistes, des milices talibans, Al-Qaïda, armés par l'Empire anglo-américain ou évidemment le Mossad. Ça, c'est des proxys. Donc, c'est des armées privées fondées par des entités étrangères qui interviennent dans des colonies des provinces éloignées en périphérie. Parce que tu peux utiliser les proxys dans une zone impériale. C'est un petit peu plus dangereux. Il y a plus de têtes qui tombent. Quatrième génération, c'est la guérilla. Donc, quand tu es envahi, tu as une force impériale supérieure sur ton territoire qui domine tout. Tu dois faire des petites guerres partout qui visent des points stratégiques. Et donc, tu fais coûter cher en ressources importantes, pas en ressources primaires. Tu veux pas y aller avec la faim en guérilla. Tu veux y aller avec la ressource stratégique. Les personnages importants. Les grands noms. Tu vas y aller avec les chefs. Tu vas y aller avec qu'est-ce qui coûte cher, un bateau qui coûte cher, comme par exemple un bateau russe avec 2 grues, le Ursa Major, là, qui a sombré la semaine passée. Des infrastructures importantes. Ça, c'est le genre de choses que tu vas attaquer dans la guérilla. Évidemment, des kidnappings, comme le Hamas fait. Et cinquième génération, ça, c'est la guerre d'information. Donc là, tu sais même plus qui est en train de faire la game, le jeu. Donc, on est rendu dans le design de conflit. Par exemple, en armant les deux côtés du même conflit et en les faisant perdre des ressources pour le profit de l'Empire. Par exemple, pousser les Ukrainiens à se trucider contre l'Empire russe avec le support d'infrastructures économiques et de ressources de l'Union européenne, se faisant appauvrissant les citoyens de l'Union européenne, en détruisant le pipeline Nord Stream avec un attentat terroriste sous faux drapeau, forçant l'Union européenne à aller chercher du gaz, du pétrole et des matières premières du côté de l'Amérique du Nord, avec une prime plus élevée. Ça, c'est donc les États-Unis, l'Empire anglo-américain, qui fait de l'argent sur le dos de l'Europe et de l'Ukraine en faisant baisser les ressources et la capacité impérialiste de projection de pouvoir de l'Empire russe. C'est de la guerre 5e génération. Pile tu gagnes, pile je gagne, face tu perds. Dans les deux sens, le tsar perd des ressources. Même s'il gagne, même s'il perd en Ukraine, il perd des ressources. Et la preuve, en forçant le tsar à investir tant de ressources en Ukraine, la Syrie avait un ventre mou qui a été exploité. Donc, on a déplacé rapidement un front d'attaque. On a créé un front d'attaque en Syrie et on a détruit le régime d'un des alliés les plus importants du tsar avec une base navale qui s'appelle Tartus qui a été nukée par Israël, je le répète. Donc, c'est ça, c'est la guerre 5e génération. Donc,
Les opérations psychologiques, c'est le début de l'exploitation de la guerre 3e, 4e, 5e génération par l'Empire américain. Après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une guerre en Corée. Et il va se passer des choses en Corée. Après la Corée, le Vietnam. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, on commence avec l'histoire de William H. Goodell. 3 juin 1959 en Californie. Il fait une conférence de presse sur donc la navette avec les 4 souris que vous avez vu dans le montage, qui est censée aller en orbite, faire 17 révolutions autour de la Terre, si la Terre est un globe. Ensuite de ça, retourner sur Terre. C'est une fusée Thor Agena A de 78 pieds. Et Goodell prévient le peuple américain d'être réaliste à propos de la destinée des souris. C'est pas mal certain que les souris vont crever. Les chances que les souris astronautes reviennent vivantes à travers ce voyage sont à peu près de 1 sur 700. Donc c'est pas pire pour des paris. Donc les souris, puisqu'elles risquent de mourir, ne seront jamais nommées pour éviter de faire mal aux émotions des bonnes femmes. Donc, j'ai commencé avec cet extrait-là dans le montage de la course spatiale parce que ça démontre en un court vidéo promotionnel, publicitaire et aussi de nouvelles et même guerrier. Ça démontre avec un court vidéo que la course spatiale était une course militaire. Donc les gens ils essaient de dire que c'était pacifique, c'était des scientifiques, ils faisaient ça pour la paix, ils veulent pas la guerre. Non, regarde. La course spatiale, c'était une course à l'armement. Puis à peu près tout ce qu'ils ont développé, c'était des armes pour se trucider. Donc, c'était juste pour faire plaisir aux bonnes femmes. Donc, la course spatiale, c'est beau parce que c'est des petites souris. Et donc, la propagande pour faire croire que la course spatiale n'est pas une course à l'armement, c'est une opération psychologique en soi. Donc, c'est aussi une course à l'armement psychologique dans le sens où on veut que les États-Unis ou l'Empire soviétique, on détermine lequel des deux a les meilleurs cerveaux, la meilleure psychologie. Et donc, c'est aussi une course aux missiles balistiques dont j'ai vu dans les 2 derniers épisodes. Donc, tous les satellites sont des missiles balistiques. Faut que je le répète à chaque fois parce qu'il y a toujours des gens qui ont de la misère à comprendre. Ouais, mais il y a un satellite, c'est pas la même chose. Regarde. Tu mets pas le même type de booster de propulsion sur un missile nucléaire balistique ou bedon sur un satellite. C'est évident. C'est évident. Tu veux que la roquette explose, tu veux que le satellite puis le vaisseau spatial n'explose pas. Donc c'est évident que tu mets pas le même type de booster. C'est juste un type de booster différent et c'est juste un type de payload différent, de charge active qui est utilisé pour faire X, Y, Z fonctions utiles. Mais au niveau du design, c'est une boîte de conserve avec un truc qui fait du boom. Ça, c'est la même chose. Donc, ce qu'on veut chercher à faire pour gagner contre les Soviets, c'est envoyer un satellite, une fusée, un missile balistique avec des humains à 150 000 dans les airs, dans l'atmosphère, à 17 000 milles par heure. Donc, c'est un défi d'ingénierie qui allait déterminer qui allait être les meilleurs. C'est ça, la guerre froide. C'est faire semblant qu'on est en guerre sans réellement créer des fronts avec des tranchées comme en Ukraine. Donc, le programme de Discovery, c'est un programme de recherche et c'est aussi un programme militaire. Donc, c'est un programme de
recherche pour faire plaisir aux bonnes femmes. Et pour faire plaisir aux monsieur, c'est un programme d'espionnage. Donc, la fusée Discovery qui a envoyé des petites souris espionnait l'Empire soviétique. Donc, c'est un satellite. C'est un effort technologique satellite pour envoyer des hommes dans l'espace, mais aussi une mission hautement classifiée pour espionner les soviets. Première mission satellite. Première mission spatiale basée dans un satellite de reconnaissance. Donc, le programme Discovery, c'est un partenariat avec la CIA et l'armée, la Air Force en 1958. Ça s'appelle le programme Corona. Donc, derrière la fusée Discovery, il y a un programme hautement classifié de surveillance qui s'appelle le programme Corona. Comme coronavirus. La mission, photographier l'Union soviétique de l'espace afin de comprendre le hardware soviétique. Comment l'armée soviète se déploie sur le terrain et qu'est-ce qu'ils déploient, quelles sont les spécifications de leur matériel militaire. Le programme Corona sera classifié jusqu'en février 1995. Donc, ça fait seulement 30 ans qu'on est au courant. Comme le programme d'avions à haute altitude, les U-2. William Goddard est le boss de tous ces programmes spatiaux. Oh, c'est lui, William Goddard. C'est le boss de tout. Puis, savez-vous quoi? J'ai cherché rapidement sur YouTube des vidéos parlant de William Goddard. Il y en a zéro. Zéro. Très spécial. William Goddard, c'est dans les films comme Jack Ryan, c'est souvent du côté russe qu'il y a ça. Il y a un vieux monsieur un peu gros qui travaillait durant la Deuxième Guerre mondiale ou peut-être même la Première. Puis là, il boite. Des fois, il y a un attel à la jambe. C'est William Goddard. C'est l'archétype de l'espion qui recrute d'autres espions pour créer un système d'espionnage important. Donc, William Goddard, c'est le boss de tous les programmes spatiaux. IMINT. Donc, ça, c'est des acronymes parce qu'évidemment, c'est tout le temps des longs trucs. Fait que de l'imagerie, du renseignement par imagerie, c'est ça. Ça, c'est comme le programme Corona. C'est du IMINT. Tu as aussi du Signal Intelligence. SIGINT. Ça, c'est tout ce qui est onde, tout ce qui est fil, tout ce qui est électronique, Internet. Geo-Intelligence, ça c'est du renseignement géospatial. Et MAS Intelligence. Ça, j'en ai déjà parlé. Measurement in Signature Intelligence. Ça, c'est par exemple, tu vas avoir partout sur la planète des banques de données sur certains bateaux, certains satellites, certains centres de commandement importants. Et dans ces bases de données, tu as des signatures acoustiques des navires des autres forces armées de la planète. Donc, par exemple, la signature, le son que fait les turbines d'un sous-marin type telle affaire, telle classe de l'Empire russe. Parce que c'est comme ça que tu peux savoir où sont toutes ces affaires-là en temps réel sur toute la planète grâce à ces signatures-là. J'en avais parlé. Donc, dans l'histoire des Five Eyes, allez voir ça dans la section membres si ça vous intéresse. Mais revenons à nos moutons. Donc, le programme Discovery, c'est une sorte de satellite. Il y en avait d'autres. Le SAMOS, développé par... Tous ces satellites sont développés par l'agence de recherche-développement de l'armée américaine, la ARPA. SAMOS, ça c'est du Signal Intelligence. Geodesy, ça c'est du mapping. Notus, ça c'est des communications. Transit, c'est de la navigation. Ça c'est l'ancêtre du GPS.
Midas, ça c'est le early warning, donc des annonces, des alertes tôt. Et tous ces programmes-là étaient hautement classifiés. On a très peu de détails pour le livre. Mais il y en a un qu'on a un peu plus de détails, développé aussi par la ARPA, le Tyros, le premier satellite météo officiel du monde moderne. Donc Tyros pour Television Infrared Observatory Satellite Program. Technologie de l'armée. Programme qui s'appelle le programme Janus. Développé par RCA, Radio Corporation of America. Le satellite a une charge utile, la missile balistique, devenu satellite par magie, a une charge utile de 270 livres, fournissant des photos qui quasiment sont un live feed, des photos de la couverture nuageuse et donc de haute altitude à 450 000 d'altitude. Les images sont retransmises à la station au sol au fort Monmouth. Ça, c'est sur la côte ouest américaine. Le lancement du satellite Tyros a été fait le 1er avril 1960. Peut-être que c'était un fake, 1er avril. Peut-être que c'était un joke. C'est au New Jersey. Le satellite a été transféré ensuite de ça après le lancement à la NASA, National Aeronautic and Space Administration. On a eu 76 jours de vie pour ce satellite. 22 952 images transmises à la station, station au sol, dont des photos. Les premières photos en altitude du fleuve Saint-Laurent ont été prises par ce satellite. Le New York Times, en 61, va en faire 4 colonnes dans son journal. Le président sera mis au courant. Le représentant de la NASA de l'armée va arriver avec les photos à la Maison-Blanche. National Geographic va en parler en 1960. J'ai dit 61, c'est 1960. Donc tout le monde va dire à quel point c'est merveilleux, wonderful. Mais évidemment, on oublie que derrière ce fait académique, scientifique, merveilleux, se cache aussi une victoire d'espionnage. William Goodell, c'est lui qui est responsable il est le directeur of Foreign Development, puis ensuite directeur of Policy and Planning de la ARPA. Donc c'est lui qui est à l'origine de ces programmes-là. C'est le deuxième personnage le plus important après le fondateur, le premier directeur de la ARPA, Herb York, dont j'ai parlé dans les 2 premiers podcasts. Je suis live. Je répète, je suis live. Envoyez des super chats. Pèsez sur like. On est le 30 janvier. J'ai travaillé le jour de ma fête. Je mérite des dons pour ça. Et donc, oui, c'est ça. Donc, oui. William Goodell est donc en charge autant de la ARPA que des programmes spatiaux, mais aussi d'une autre division. Et en fait, c'est la division qui est sa curiosité personnelle, sa motivation personnelle. C'est ce qu'il préfère. C'est son dada. Donc, les opérations psychologiques et le counter-insurgency. Tout ça sera révélé par le FBI en 1964. Malgré tout, malgré les enquêtes du FBI, malgré la perte d'emploi de William Goodell, malgré la peine de prison de William Goodell, dont on va terminer le podcast tantôt avec ça, toutes les archives officielles ont rien sur William Goodell jusqu'en 2013. C'est très spécial. Qui est William Goodell? Annie Jacobson a fait des requêtes d'accès à l'information et d'autres recherches dans des documents déclassifiés depuis les années 90. William Goodell est un espion high-level formé par la CIA et le Pentagone. Donc, il était agent de liaison pour les deux. Donc,
Il a été formé au départ par le Marine Corps Intelligence, donc un officier du renseignement des Marines américains. Il a joint le Marine Corps à 21 ans en 1940. Il a participé à la bataille de Guadalcanal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été tiré dans la jambe. Il était presque mort. Et c'est l'origine de son attelle et du fait qu'il boite de la jambe. Après la guerre, il travaille au Pentagone pour le major général Graves Erskine, dont j'ai parlé plusieurs fois dans les podcasts de l'histoire de Jeffrey Epstein et des autres podcasts de l'Empire anglo-américain et de l'État profond. General Graves B. Erskine, qui était un des commandants, le commandant des Marines à Iwo Jima à 42 ans, 47 ans, 42 ans, 42 ans durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, William Goodell rentre à la ARPA en février 1958. Avant ça, en juillet 1950, William Goodell et Major Général Graves Erskine vont en mission spéciale en Asie du Sud-Est. Donc, ok, je vous répète. ARPA, c'est fondé en 57-58. Mais 7-8 ans avant ça, le général en charge du renseignement du corps des Marines et le futur responsable du programme d'espionnage de satellites, des opérations psychologiques, du programme des herbicides agents orange, William Goodell, partent en Asie du Sud-Est. Une décennie avant, là. Ouh! Donc, dans la mission, il y a donc le général Graves B. Erskine, William Goodell et un diplomate. Donc, ça veut dire aussi que le département State Department était dans cette mission-là. Donc, le diplomate s'appelle John F. Melby. Donc, c'est une mission conjointe du renseignement et du département d'État pour déterminer les objectifs à long terme dans la région. Donc, les objectifs à long terme officiels du gouvernement américain. Voir comment les insurgés de l'époque tiennent tête aux Français pendant la guerre d'Indochine. Les Français ont laissé 5000 pages de rapports à cette mission diplomatique et de renseignement. Et donc, les représentants de cette mission américaine ont regardé le paquet de pages et ils ont fait Who the fuck care? La dernière. C'est quoi la dernière guerre que les Français y ont gagnée? Les Français y ont pas gagné de guerre depuis Napoléon. Pourquoi on écouterait ce que les Français disent sur le Vietnam, le Laos, le Cambodge? Pourquoi? Who the fuck care? Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc, là, c'est très important de comprendre quelque chose. Il y a un triangle. Il y a un triangle en Asie du Sud-Est. C'est une grande péninsule qui bloque la mer de Chine et de l'océan Indien. C'est pour ça que les Chinois veulent construire un pipeline dans les routes de la soie. Et il y a un triangle de jungle au centre de cette péninsule-là. Donc, c'est Cambodge, Laos, Vietnam. Et il y a le Myanmar aussi. Mais il est plus il est pas exactement direct dans ce triangle-là. Mais, donc, il y a un triangle de récolte, d'agriculture d'opium et de trafic d'armes, d'humains, de n'importe quoi dans cette région-là. Donc, très important. C'est pour ça que c'est dangereux. Cette zone-là est pas vraiment occupable par un empire. Très difficile à occuper comme l'Afghanistan, comme le Moyen-Orient. Très difficile à occuper. Donc, les Américains avec la CIA,
font quelques missions d'embuscade pour capturer des combattants des Viet Cong afin de les interroger. Donc là, ils disent à leurs adjoints, parce qu'évidemment, t'as pas juste des agents de la CIA. T'as quelques agents, quelques représentants de l'armée, quelques diplomates. Puis là, ils se payent des milices locales avec des petits soldats payés à rien, qui sont pas vraiment intelligents. Souvent, c'est des farmers. Ils ont pas leur secondaire 5. Ils savent pas lire. Puis là, ils leur disent, OK, là, on va faire une embuscade. Puis là, on va capturer les ennemis, les Viet Cong, pour avoir des informations qui sont dans leur tête. Donc, les représentants de l'Empire américain de la CIA dans la région Vietnam font l'embuscade, tuent à peu près tout le monde, coupent les têtes et ramènent les têtes aux agents américains. Et voilà, tu as tes informations. Donc ça, c'est ce qui arrive quand tu comprends pas que les gens ne fonctionnent pas dans ta logique, dans ton ontologie de chrétien moderne, qui est allé à l'école, qui sait c'est quoi un ordinateur, qui flush la toilette, qui chie pas partout comme les Pagis. En tout cas, on veut des informations, donc couper des têtes. C'est très logique quand tu comprends que le concept d'information a aucun sens pour un peuple qui n'a pas d'ordinateur. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, on est en guerre asymétrique. Il faut qu'on utilise des proxys parce qu'on ne peut pas envoyer des petits Américains se faire trucider contre des Viet Cong. Ça paraît mal à la TV. Les bonnes femmes n'aiment pas ça. Tu peux pas nuker. Les bonnes femmes n'aiment pas ça. Tu peux même pas utiliser de l'agent orange sans avoir des problèmes de bonne femme. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on va développer les 3e, 4e générations de guerre, guérilla et proxy. On va former des proxys américains pour contrer la guérilla. C'est ça, la guerre 5e génération, c'est forcer le jeu pour contrer la guérilla. Donc, les Américains ont tout mis les rapports français au vidange et sont partis à zéro. À la même époque de ces visites américaines au Vietnam, on a début d'une guerre en juin 1950 en Corée. Donc, à la même époque de cette mission, il y a la guerre de Corée qui débute. La guerre de Corée, elle était aussi intense que la Deuxième Guerre mondiale. Les Chinois ont perdu beaucoup de monde. Les Américains et les Coréens ont presque perdu la guerre. Ils ont dû mobiliser des ressources incroyables pour empêcher que les Nord-Coréens submergent la Corée du Sud. Et ça se faisait pendant la mission de William Goodell et de General Graves B. Erskine et du diplomate John F. Milby. C'est lié. Donc, les Américains, l'Empire anglo-américain après la Deuxième Guerre mondiale, essaie de se revendiquer empire global, empire mondial. Et donc, ça prend une infrastructure mondiale. Ça prend une puissance d'agir mondiale. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ennemi de l'Empire mondial, le hégémon, l'ennemi de l'hégémon, c'est donc le communisme. Donc, il faut créer un ennemi. On crée l'ennemi, le communisme. Après ça, ça va devenir le terrorisme. Donc, le communisme. Et donc, on va mobiliser la planète contre le communisme. Et donc, le premier combat mondial contre le communisme commence en Corée. Et ensuite de ça, ça va se déplacer en Asie du Sud-Est. C'est comme ça que ça... Donc, c'est lié. C'est très lié.
On a un bunker, Outpost Bunker Hill. On est en automne 1952. C'est 2 ans après le début du combat, de la guerre. Le front s'est solidifié. Il est gelé. Il y a des tranchées partout. Il y a des experts creuseurs chinois qui font des infrastructures défensives surpuissantes pour la Corée du Nord. Parce que les Chinois sont les premiers experts de la guérilla de tranchées, la guérilla de sous-sol. Et dans cette zone de conflit qui se gèle, on a des patrouilles de soldats pour évidemment éviter qu'il y ait des infiltrations. On a un des soldats qui patrouille qui s'appelle le lieutenant Alan Massey Dawes. Et oui, c'est le fils de 22 ans de Alan Welch Dawes, député directeur de la CIA. Ça, c'est le deuxième boss de la CIA, numéro 2. Et son oncle s'appelle John Foster Dawes, futur secrétaire d'État américain. Donc, ce lieutenant est très important. Et donc, on est en automne, novembre 1952. Il sort faire sa petite patrouille. Et il est atteint par un obus de mortier à la tête. Il est évacué par hélicoptère au vaisseau USS Consolation. Il n'entendra plus d'une oreille. Après quelques temps, il va sortir de son coma. Il n'entend plus d'une oreille. Il peut parler. Mais il a subi une blessure traumatique au cerveau catastrophique. À cette époque-là, en 1952, nous ne savons pas c'est quoi la santé mentale, c'est quoi la biochimie du cerveau. On ne comprend pas c'est quoi la physiologie du cerveau. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que son esprit est brisé. On fait venir le plus grand expert de la santé mentale de l'époque, le pionnier de la santé mentale, des maladies mentales, qui s'appelle le docteur Harold G. Wolff, avec 2 F, en 1953. Et en même temps que cette blessure catastrophique pour le lieutenant Alan Massey Dawes, on a un scandale en lien avec la guerre de Corée. Le 23 février 1953, le colonel des Marines américains Frank S. Schwabel passe à la télé comme prisonnier de guerre de la Corée du Nord. Il avoue avoir participé pour l'armée américaine avec donc des ordres de ses supérieurs hiérarchiques nommés. Il dit avoir participé à un programme de guerre bactériologique pour l'armée américaine. Donc, en même temps que on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Alan Massey Dawes, on a ce scandale-là qui arrive. À Washington, on mobilise l'opérateur William Goodell, maintenant député directeur du Psychological Strategy Board, le PSB. Parce que oui, mesdames et messieurs, tous les ordres professionnels de psychologues, thérapeutes, sont liés à un programme de sorciers qui découle de la CIA. Le but de ces programmes est de ficher tout le monde pour donc plus facilement nous manipuler. Donc, le PSB qui coordonne toutes les opérations de guerre psychologique du département de la défense américaine et de la CIA. Donc, William Goodell fait une rencontre d'urgence après qu'on ait le scandale du colonel Frank Schwabel. On fait venir tout le monde.
même le secrétaire à la défense Charles Wilson, qui était là pendant le début de la guerre du Vietnam. William Goodall suggère donc une smear campaign, donc une campagne de salissage médiatique contre la Corée du Nord. Donc le premier champ lexical psychologique, on va dire les Nord-Coréens font des menticides. Ils sont capables de tuer la santé mentale, le cerveau d'un humain. Et donc, c'est de la manipulation. Le directeur de la CIA dit à... le directeur de la CIA, Dawes, va dire c'est un peu accorder trop de puissance aux Soviétiques si on dit qu'ils sont capables de faire des menticides. Alors, on va changer le champ lexical et on va dire que on va utiliser la version de Charles Wilson, Mind Annihilating Methods. Donc, des méthodes d'annihilation de l'esprit pour faire de l'extorsion de mots, pour faire sortir les mots qu'on veut. Et on va appeler ça du lavage de cerveau. Donc, le début du sortilège de brainwashing qui est encore utilisé pendant la COVID pour faire croire qu'on est capable de nous manipuler de A à Z avec des ondes 5G, par exemple. Ça a commencé là. C'est un mot inventé par la CIA en septembre 1950. Brainwashing. Le mot a été popularisé par un sorcier, journaliste, qui s'appelle Edward Hunter, qui travaillait pour un journal de Miami. Journaliste et agent de la CIA. Il écrit des articles sur les tactiques de brainwashing des forces chinoises dans le Parti communiste, pour forcer les gens dans les rangs du Parti communiste. Le brainwashing comme un outil déviant utilisé par les communistes pour retirer l'humanité à l'intérieur de l'homme et le tourner comme un esclave ou un robot. Donc, ce qu'on explique, qu'on décrit comme étant du brainwashing, c'est tout simplement de la torture. C'est tout. C'est du grooming puis de la torture. C'est juste ça. C'est juste prendre un truc qui existe depuis des millénaires, puis de changer le mot, puis de faire croire que c'est nouveau. Donc les gens, quand ils ont vu ces séries de reportages, ils ont vraiment cru que les communistes étaient capables de faire des sortilèges de wizards, là, des sortilèges de magiciens. Donc, en fait, le début de la grande crainte en Amérique du Nord contre les communistes, la peur des communistes, la Red Scare qu'on appelle même, c'est tout simplement faire croire aux gens que on est capable de torturer de manière magique. Là. Les communistes ils ont inventé des nouvelles manières de torture qui sont beaucoup plus efficaces qu'avant. Donc, c'est très intéressant quand on nous dit ça n'existe pas la chasse aux sorcières. Parce que, d'une certaine manière, la peur que beaucoup d'Américains avaient contre ces sortilèges de magiciens démoniaques capables de laver le cerveau des années 50-60, c'est juste il y a 60 ans. Puis même des années 80. Même début des années 90. Ça, c'est il y a 30 ans. Les gens y avaient encore peur, ben peur de ça. Donc, toujours Edward Hunter, dans un de ses articles, les communistes ont développé des tactiques pour mettre l'esprit d'un homme dans un brouillard. Et là,
l'homme va prendre en erreur ce qui est vrai comme faux et vrai et faux comme vrai. Le brainwashing peut tourner un homme en, comme un amnésiaque. Il peut créer de l'amnésie. L'homme ne peut plus se rappeler le bien et le mal. Il ne peut plus faire la différence entre le bien et le mal. Les mémoires peuvent être implantées. Et on peut amener les gens à croire que ce qui n'est pas arrivé est arrivé. Toujours Edward Hunter pour Miami News, en septembre 1950, il lance des infos spéciales sur le programme de lavage de cerveau chinois qui utilise des drogues, l'hypnose et d'autres moyens pour, euh, pour faire en sorte que les gens deviennent des démons ou des marionnettes communistes. Le Congrès invite le journaliste de la CIA Edward Hunter pour témoigner et répondre aux questions des congressistes. Il passe au Committee on UN American UN? Non, Committee on Un-American Activities. Donc le comité sur les activités non américaines. Donc discussion qui s'appelle Communist Psychological Warfare, Brainwashing. Et évidemment, Edward Hunter, même si il a été formé par la CIA, les congressistes ne sont pas au courant ou n'ont pas voulu que ce soit dans les archives que ce soit confirmé qu'il était un agent de la CIA. Et tous les psychologues aux États-Unis ont partagé ces informations confidentielles sur le lavage de cerveau et le contrôle de la pensée par les Soviétiques. Donc, il y a deux endroits où les gens ont eu bien peur. C'est à la TV, dans les journaux, puis dans les cabinets de psychologues. C'est les deux endroits où on a créé la peur du lavage de cerveau démoniaque. Derrière la scène, une opération de William H. Goodall créée de toutes pièces. Pendant 7 ans, William H. Goodall qui crée une panique sur le lavage de cerveau communiste. Il va payer tout ce qu'il peut aux Chinois, aux Nord-Coréens pour rapatrier les pilotes américains qui se sont crashés pendant la guerre de Corée pour éviter qu'il y ait d'autres scandales de médias sur les programmes de guerre bactériologique de l'armée américaine. Et donc, il rapatrie les pilotes, William H. Goodall, et ensuite de ça, il fait des témoignages de pilotes rapatriés où on a donc payé des rançons. Là. On fait des vidéos où les pilotes disent « Haha! Les méchants communistes ont essayé de nous laver le cerveau, mais ils n'ont pas été capables! » Donc, c'est vraiment intéressant de voir les opérations de William H. Goodall. Tout ça grâce à des entrevues et des requêtes d'accès à l'information de Annie Jacobson. Donc, après tous ces événements, on retourne à M. Alan Macy Dawes. On a donc le Dr. Harold Wolf qui fait son pronostic. Qu'il pense que Alan Macy Dawes a été touché au cortex préfrontal et donc il vit une amnésie antérograde et cette amnésie empêche le transfert de la mémoire courte à la mémoire longue. Donc, étrangement, l'amnésie antérétrograde de Alan Macy Dawes va faire en sorte qu'il va devenir complotiste, paranoïaque, schizophrène XXL. XXL, oui.
Donc, il va dire c'est la faute des nazis et il va dire c'est la faute des juifs. S'il a subi ce qu'il a subi, il va dire que son père est un espion nazi. Donc, évidemment, on va diagnostiquer schizophrénie. À l'époque, le diagnostic de schizophrénie, c'est tout simplement fourre-tout, un peu comme ADHD, hyperactivité, trouble d'hyperactivité, avec ou sans. Donc, on va institutionnaliser Alan Macy Dawes au Chestnut Lodge à Rockville, au Maryland. On va ensuite le transférer à plusieurs autres endroits parce qu'ils sont pas capables de le gérer. Il va finir en Suisse. Sa sœur Joanne Dawes va le suivre et le visiter chaque semaine. Le docteur Harold Wolf continue à travailler pour la CIA pendant ce temps. Pourquoi? Parce que le docteur Harold Wolf, qui était sur le dossier de la famille Dawes, il dit aux gens de la ARPA et à la CIA, ouais, mais là, votre histoire de lavage de cerveau, moi, je serais intéressé à rechercher ça pour de vrai. Donc, le docteur Harold Wolf va commencer à travailler pour la CIA après avoir travaillé pour la famille Dawes. C'est pour ça qu'il fallait parler de cette histoire de Dawes, parce que c'est lié. Donc, on va travailler sur des techniques de lavage de cerveau pour la CIA, pour pousser les gens à devenir des petites fourmis, des robots, des esclaves, pour les faire en sorte qu'ils oublient des choses. La CIA, William Goodall et ARPA sont intéressés. Fin 1953, le docteur Harold Wolf a un contrat de la CIA. On a un deuxième docteur qui se joint à l'équipe qui s'appelle le docteur Lawrence Ingle. Selon un rapport classifié, l'étude définitive sur le lavage de cerveau communiste, ça a pris 2 ans. Non, ça, c'est le premier rapport qu'ils vont faire. Donc, ils vont... et là, avec ce rapport-là, dans le fond, on va établir les différents programmes que les deux docteurs en question vont suivre. Donc, 53, ils font l'étude. Probablement, à partir de 55, ils vont ouvrir tous les programmes en question. Chacun des docteurs a son propre programme fondé par la CIA. Les deux séries de programmes des deux docteurs vont être regroupés autour d'un projet de la CIA qui s'appelle Society for the Investigation of the Human Ecology. Donc, la Société pour l'enquête sur l'écologie humaine. Leur première étude, après l'étude de 2 ans sur le lavage de cerveau soviétique, va être une étude sur les prisonniers de guerre de la guerre de Corée. Une étude revisitée par la DARPA et la CIA en 2005. Revisitée dans le sens qu'on ressort des placards les résultats de cette recherche et on développe encore plus des méthodes, des tactiques, des stratégies, des technologies, des gadgets. 1953, William Goodall, député directeur du bureau pour les opérations spéciales. Donc, nouvelle promotion pour William Goodall. Ce bureau-là, c'est directement sous la responsabilité du secrétaire de la Défense. Donc, c'est le bras exécutif, le bras d'opération spéciale du secrétaire à la Défense américaine. Juste ça. William Goodall devient l'agent de liaison pour le Pentagone d'une part et d'autre part la CIA, la NSA. Qui est le boss de William Goodall? Le même qu'avant. General Graves B. Erskine. Et William Goodall, à cette époque-là, 1953, va des fois même être le stand-in. Ça veut dire qu'il va remplacer, durant un meeting, une conférence, un briefing,
le secrétaire à la défense ou le député secrétaire à la défense. Dans un mémo déclassifié du département d'État, on va donner des louanges à William Goodall pour les techniques et pratiques développées dans le cadre de ses programmes de guerre psychologique. De 1955 à 1957, William Goodall va être rendu au Joint Intelligence Group, où ils vont collecter, évaluer et disséminer des renseignements en support aux activités impliquant la recovery, donc le rapatriement de prisonniers de guerre américains des pays communistes à travers le monde. William Goodall est aussi en charge de plusieurs éléments classifiés de la marine américaine en Antarctique. Point d'interrogation. En mars 1956, une falaise de l'Antarctique va être nommée en l'honneur de William H. Goodall. Donc, c'est la falaise... comment il s'appelle? Le Goodall Ice Port. Si vous allez quelque part sur Google Maps, vous allez voir ça. William Goodall est donc aussi expert en counter-insurgency, la contre-guérilla. Et donc, on est milieu des années 50. Il voit ce qui se passe en Corée. Il y a des problèmes et c'est lui qui patche les trous pour le scandale des prisonniers de guerre américains en Corée du Nord. Et là, il voit la suite des choses. Il voit la guerre contre le communisme s'étendre un peu partout en Asie et au Moyen-Orient. Et donc, pour que l'armée américaine, l'Empire, soit capable de patcher les trous en temps réel, il doit développer les concepts de guérilla et de guerre par proxy, troisième, quatrième génération de guerre. Donc, il voulait utiliser la science et la technologie pour donner un edge, un point bonus aux Américains dans ce nouvelle ère de conflit mondialisé. Donc, c'est le début de la science qu'on appelle le COIN. C-O-I-N. Counter-Insurgency. C'est donc encore une fois un acronyme. COIN. Des réseaux de recherche en sciences sociales sur toute la planète pour étudier les peuples et créer des faux schismes partisans et ou idéologiques. Oui, mesdames et messieurs. Donc, le système de counter-insurgency, qui est donc la 5e génération, c'est de créer des faux schismes partout sur la planète. Fausse gauche, fausse droite, fenêtre d'Overton, on fonde des proxys, on fonde des guérillas, tout ça pour éviter que les peuples se réveillent et qu'on foutre les impérialistes en dehors de la nation. Donc, c'est ça. C'est une force d'occupation impériale qui se défend grâce à des réseaux de sciences, d'institutions, des NGO, des écoles, les universités, partout sur la planète, financés par l'Empire anglo-américain, qui regroupent toutes les sciences sociales ensemble. Anthropologie, psychologie, psychiatrie, toutes ces affaires-là. Et théorie de genre, féministe, toutes les affaires de gauche. Toutes les affaires qui découlent du diplôme de philosophie surtout. Et tu étudies les peuples, tu finances des oppositions, des terroristes, et tu crées des faux schismes avec des fausses oppositions financées de l'étranger. Donc à chaque fois que vous voyez un président qui n'est pas appuyé par un peuple qui essaie de faire un putsch, comme par exemple au Venezuela, il est arrivé pendant la COVID. C'est ça. C'est arrivé par ce réseau de sciences sociales financé par la CIA et l'État profond américain. Et donc, on étudie tout ce qui est groupes sociaux, tout ce qui est syndicats, tout ce qui est étudiants, tout ce qui est bonnes femmes, tout ce qui est partis politiques. On finance des grèves, des mouvements idéologiques, des mouvements partisans
via les universités et les NGO. Et donc, à cette époque-là, milieu des années 50, début des années 60, on utilise ça pour combattre le communisme. Donc, on crée ces financements-là, ces structures-là, pour essayer de combattre l'idéologie du communisme. C'est ça. C'est ça le but. 1959, la ARPA a donc un relook. On va... le Bureau du développement étranger, qui était dirigé par William H. Goodall, va changer de nom et devenir le Policy and Planning Division, la division de politique et planning. Le directeur va être William H. Goodall. Herb York va devenir directeur du département de la défense au niveau de la recherche et de l'ingénierie, DDRNI. Herb York va maintenir ses charges en lien avec l'agence de recherche de l'armée américaine, la ARPA. Donc, tous ces project managers, ces gestionnaires de projets de la ARPA continuent à rapporter les informations à Herb York. En 1960, William H. Goodall va entreprendre deux autres voyages importants. Le premier en Australie du Sud, où il va mettre en place la logistique pour la base de Woomera, qui est la plus grande aire de test de missiles de l'armée américaine en dehors de l'Empire soviétique. Le deuxième voyage de Goodall va être en Asie du Sud-Est, dont le Vietnam. Un autre voyage en Asie du Sud-Est. De retour de ces deux voyages-là, Goodall va faire un mémo. Il prévoit l'effondrement du Sud-Vietnam, 1960. Il va envoyer d'autres mémos subséquents pour développer une stratégie d'opération psychologique avec DS, des techniques pour créer des guérillas, des proxys, afin de combattre les Viet Cong. Et nous avons, en 1960, un nouveau président qui arrive. Le 20 janvier 1960, 35e président, JFK. Très important. Durant la transition, Herb York va devenir, pendant quelques semaines, le responsable officiel du football nucléaire, donc la valise avec les codes pour les lancements de missiles. Il va avoir un téléphone rouge à sa maison privée. Et donc, pendant qu'il est secrétaire à la défense acting, et là, Annie Jacobson le sait parce qu'elle l'a vu en entrevue. Donc, pendant qu'il est officiellement le secrétaire à la défense, Herb York va rentrer dans la salle de guerre du président des États-Unis, dans le bunker présidentiel. Et il va voir que le 20 janvier, en janvier 1960, je ne sais pas si c'est le 20, là, mais quelque part, en janvier-février 1960, il y avait deux zones actives monitorisées en temps réel par la Maison-Blanche, la salle de guerre du président américain. Le Zaïre, futur Congo, et la zone de Katanga autour du Laos, dans le triangle de trafic de drogue. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive, il y a des briefings sur ce qui va arriver comme conflit durant ton mandat. Et donc, à l'arrivée de JFK, JFK était déjà briefé qu'il y allait avoir un conflit dans cette zone-là entre les communistes et l'Empire américain. Et là, nous entrons dans la deuxième partie, la guerre du Vietnam. C'est la fin de la section gratuite. Donc, là, on est le 30. Si vous écoutez l'émission à partir du 31 décembre 2024, ça va couper. Et pour écouter la version complète, vous allez devoir... Hein? C'est bizarre, ça. Vous allez devoir vous abonner sur... C'est très étrange.
Sur YouTube, vous allez dans la section souscription et vous allez avoir accès à tous ces podcasts réservés aux membres. Vous pouvez aussi vous abonner sur yanrojdi.substack.com. Ça, c'est mon infolettre. Et vous pouvez aussi, évidemment, y aller sur yanrojdi.com, mon site web à moi, sur la plateforme Vidéon. Donc, on continue. Chapitre 7. Les techniques. C'est... Attention à vous. On se revoit en 2025. Anybody here read French? Okay, I'll have to do it. La Révolution culturelle, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube québécois pour de reviews de... I can't read French very well. D'actualité virale, des exorcismes de princesse Disney et des résumés de livres chaque semaine. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Okay, thank you, man. Appreciate it. Send that shit in English next time, though. Dans les brumes de la société, des magiciens nous traitent comme des sœurs. Je me demande si je suis libre ou prisonnier de mes propres peurs. Je pose mes limites, je défie les attentes, je choisis ma propre voie. Je suis maître de mon destin, je ne suis plus esclave de la consommation. De la consommation, révolution viriliste. Je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Je suis responsable de mes actes, je suis l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs, je suis présent, je suis actif. Je suis engagé dans ma communauté. Je suis citoyen, je suis partie prenante. Je suis un être humain avec des droits et des devoirs. Je suis égal, mais la révolution viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat. Contre les stéréotypes, contre les normes, contre les oppressions. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel à la dignité, à l'autonomie, à la responsabilité. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions, je suis équilibré, je suis serein. Révolution viriliste, je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon cœur, de mon esprit. Je suis libre, je suis moi, je ne suis plus prisonnier. Responsable de mes actes, je suis l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs, je suis présent, je suis actif. Je suis engagé dans ma communauté. Je suis citoyen, je suis partie prenante. Je suis un être humain avec des droits et des devoirs. Je suis égal, mais la révolution viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat. Contre les stéréotypes, contre les normes, contre les oppressions. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel à la dignité, à l'autonomie, à la responsabilité. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères.
suis maître de mes émotions. Je suis équilibré, je suis serein. Je suis serein. Révolution viriliste. Je me réveille, je prends mes droits. Je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort. Je suis maître de mon corps, de mon esprit. Je suis libre, je suis moi, je ne suis plus prisonnier. Révolution viriliste. Je suis fort, je suis droit. Révolution viriliste. Je me réveille, je prends mes droits. Révolution viriliste. Je suis maître de mon corps, maître de mes émotions. Révolution viriliste. Je suis libre, j'ai la foi.